Aujourd'hui, encore une grosse semaine et donc une petite vidéo, mais sur un livre très intéressant. Les monstres, séparer l'œuvre de l'artiste de Claire Didier, je ne sais pas comment on le prononce. C'est sur le conseil de lecture posté sur Instagram de Naomi Titi. Et c'est pas mal, et c'est surtout une ouverture à plein de questions. On en parle, on tourne samedi pour une vidéo du dimanche. Tout va bien. Je crois que j'ai déjà mentionné Naomi Titi ici pour un autre conseil de lecture. Là, tout de suite, je ne sais plus lequel. En tout cas, je n'avais pas été déçue. Naomi Titi, c'est la journaliste qui, en ce moment, prend le relais de Victor Toyot pour Les couilles sur la table. Et je signale sa super série, il me semble encore en cours, Suis-je lesbienne? Donc je vais mettre des liens, pas des petits liens, ça sera des liens normaux, en description, parce que ça c'est vachement bien. Et, d'ailleurs, c'est pas si loin que ça du sujet du livre. Ouais, j'ai beaucoup aimé la voix de Victor Toyon, que je n'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais non plus rencontré Naomi Titi, mais on discute de temps en temps avec cette dernière. Mais je trouve en fait, au-delà des personnes dont en tout cas l'image publique est hyper sympathique, pour lesquelles j'ai même de l'affection au fil des années et des écoutes, mais je trouve en fait assez agréable d'avoir un même concept repris par des personnes différentes. C'est aussi, c'est-à-dire en fait, de dépersonnaliser ou de pas forcément enlever les personnalités, mais de multiplier. Pour réduire un peu la dimension d'icône. Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue hier avec Aurore Turbio, ça se prolonge aussi sur... Aurore a prolongé ça un peu sur les réseaux sociaux, sur comment en fait... Alors pas sur comment enlever l'iconicité ou la tentation ou l'espèce de tendance qu'il y a à avoir des icônes, et des icônes avec lesquelles on est particulièrement dur, notamment quand il s'agit de femmes. Mais en tout cas, moi je trouve que ça fait du bien, qu'il y ait plein de monde, dont on apprécie le travail, où les choses sont bien, et qu'apprécier quelqu'un maintenant ne signifie pas qu'on n'apprécie plus la personne d'avant. Bon voilà, ça c'était une énorme parenthèse qui commence à être foutraque. En tout cas, voilà, je vous mets les liens en dessous si j'oublie pas, si j'oublie vous me le rappelez comme d'hab. Ça apparemment c'est un best-seller aux États-Unis. C'est sorti il n'y a pas si longtemps, on est chez Grasset, tiens, je n'avais pas vu qu'on était chez Grasset. C'est-à-dire on est chez Caroline Forest, ça j'avais pas fait gaffe. Ça a été traduit de l'anglais par Karine Chichereau, dont j'avais d'ailleurs déjà présenté des traductions. Là tout de suite, je sais plus ce que c'est, mais c'était peut-être Matrix de Lauren Groff, à voir. Traduit donc de l'anglais États-Unis, Bernard Grasset. Et en copyright, on est en 2023, je crois, pour l'édition états-unienne, 24 pour la traduction française. Je sais pas à quel point c'est récent ou pas, je crois que c'est vraiment très récent. C'est intéressant. Alors moi j'ai toujours pas fini de lire le livre de Sapiro sur cette question, de Gisèle Sapiro. C'est une question qui ne cesse de nous traverser. Alors moi je vais juste présenter un peu le bouquin, quelques réflexions, et ça sera pas mal pour un dimanche. Peut-être aller un peu plus loin. J'ai des insatisfactions sur le livre, ça veut dire, ou plutôt ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que moi j'aurais posé les choses autrement, ou j'aurais mis tel ou tel prolongement, mais comment dire, les insatisfactions conceptuelles, ou en fait où on voit d'autres pistes, ben en fait ça n'est parce que quelqu'un a fait le travail avant. Et moi j'essaie toujours de me rappeler d'être très reconnaissant du travail qu'il fournit, parce que le travail c'est difficile, qu'on n'est pas obligé de le faire, qu'on n'est pas obligé de faire des choses pour tout le monde. Et bon, après évidemment qu'on a un gain personnel quand on publie, mais il me semble que quand on travaille de manière intéressante, on pense au public et à l'intérêt pour le public, en posant des questions qui ici parlent justement du public. Et c'est hyper important de dire, voilà, c'est une question que je me pose de plus en plus sur les vidéos. Est-ce que je peux dire du mal? J'essaie de ne pas le faire. Mais il faut aussi garder la mesure, dire une insatisfaction n'est pas jeter le livre aux orties, le vouer je sais même plus si c'est génomie ou gémonie, je crois que c'est gémonie, mais je crois que je n'ai jamais prononcé ce mot en fait, et là d'un seul coup je suis en train de bugger. C'est tout autre chose qui va se jouer, c'est une discussion la plus franche possible avec un livre. Et je trouve qu'il est aussi intéressant d'éviter l'éloge complet, mais c'est vrai que j'aime bien moi dire du bien, que le blâme, que la polémique. Bon, c'est un peu ce que j'essaie de faire. À Lou Barcott et Will Barcott, mes meilleurs professeurs, j'imagine que ce sont ses enfants.
De toute façon, il y avait une question dans les remerciements. Non, mais en fait, je m'en fous. Du côté biographique, justement, on va pas aller le voir. C'est vrai qu'on dit toujours les remerciements qui sont en fait l'entrée dans la biographie de l'auteur, de l'autrice, de l'autoriste. C'est quand même quelque chose d'intéressant à signaler. Qui ne s'est pas demandé un jour ou l'autre, suis-je un monstre ou bien est-ce juste cela, être une personne? Claire Lispector, alors que j'ai dans la bibliothèque, il faut que j'attaque, je sais. Mais c'est bien aussi d'avoir des plaisirs qui nous attendent. Il est toujours tentant, bien sûr, d'imposer son opinion plutôt que d'accepter la soumission que l'art exige de nous. Soumission semblable à celle qu'exige la générosité ou l'amour, Charlie Hazard. Donc là, on est sur des citations en épigraphe qui sont quand même un peu mystérieuses, difficiles. Je l'ai lu en plusieurs fois, ce livre, mais quand même très vite dans la semaine, entre le moment où Naomi a posté sa story. Je suis désolée, les travaux poursuivent, et donc j'ai de la poussière partout, et la crise allergique va avec. On va faire du mieux qu'on peut, hein. Pour poser. Donc en fait, c'est vraiment une question sur la... C'est vraiment un livre qui est consacré au public, à la réception. Il commence par un prologue, Le Prédateur, Roman Polanski. Et donc là, en fait, on va avoir... Donc c'est un essai qui est très américain, un peu journalistique. Alors je sais pas dans quelle mesure... je pense que c'est plutôt un essai qui se veut un essai d'écrivain. Moi, je l'ai senti comme un essai journalistique, mais parce que je suis moins habituée aux essais d'écrivain. Je ne connais pas du tout... Claire Lederer, elle est journaliste et critique de cinéma au New York Times et elle collabore avec d'autres journaux, oui, donc c'est plutôt journaliste critique. C'est son premier livre traduit en français, mais ce n'est pas, je suppose, son premier livre. Toute la question qui est posée dans le livre est de savoir finalement quelle attitude, qu'est-ce qu'on fait des œuvres des monstres. Et pour commencer ça, en fait... Diderot prend un exemple archétypal d'une certaine manière, celui de Polanski. En fait, tout le bouquin est concentré ou pose la question ou pas tourne autour, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire n'affronte pas le sujet, de quelque chose comme grand artiste méchant homme, pour reprendre, pour pasticher Don Juan, c'est-à-dire Sganarelle parlant de Don Juan, je crois bien que c'est Sganarelle dans celui-là, du grand seigneur méchant homme. Et là, la question va vraiment être autour de cette espèce de divergence, de cette contradiction. S'agit-il d'une contradiction, d'un paradoxe qui n'en est peut-être pas un? Tout a commencé pour moi au printemps pluvieux de 2014, lorsque je me suis retrouvée seule à me battre contre un génie indigne, soit il s'agissait d'un combat imaginaire. Je faisais des recherches sur Roman Polanski pour un livre que j'écrivais, et j'ai soudain été glacée d'effroi face à ce monstre. C'est aussi gigantesque que le Grand Canyon, monumental, vide et à peu près incompréhensible. Ça, c'est une manière de décrire un état émotionnel que l'on peut qualifier de sidération. Mais c'est là où on va voir une particularité de l'écriture de cet essai, qui est finalement d'incarner l'écriture et l'enquête, et non pas de donner des résultats bruts. C'est ça que je voulais dire un peu par un essai à l'américaine ou essai d'écrivain. C'est cette question-là qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, alors moi, ça c'est un effet, dans le livre, ça me l'a rendu très agréable. J'ai lu la première moitié très très bien, la deuxième un peu plus poussivement, mais je suis fatiguée et on sait à quel point ça influe sur les lectures. En tout cas, moi je le sais pour moi. Je suis quelqu'un qui gère super mal la fatigue. C'est dommage parce que je suis souvent fatiguée. Donc je dois quand même le gérer puisque j'arrive à tenir, mais enfin voilà, c'est pas facile. Et en tout cas, ça joue beaucoup sur mes lectures parce que ça joue sur mon humeur, c'est tout simplement. Et ma capacité de concentration de manière très logique. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir un grand secret là-dedans. Et moi, en fait, c'est vrai que cette présence, cette incarnation dans le texte m'a beaucoup plu au début. Alors, on l'avait aussi chez Rebecca Solnit, dont j'ai déjà parlé, là j'en ai un autre qui m'attend. Donc c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les essais américaines. C'est quelque chose que j'avais d'ailleurs un tout petit peu fait dans Des femmes et du style, parce que ça permet quand même un ancrage. C'est ce que je fais ici, en fait. Là, on est dans une relation parasociale. Moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas forcément envie de vous connaître, ou pour la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Et vous me connaissez, ou en tout cas, vous pouvez avoir l'impression de me connaître du fait de la régularité des vidéos, du face-cam, que je m'adresse à vous, plus ou moins directement, enfin, parce que c'est avec les adresses, je ne sais pas toujours. Et ça permet, c'était réfléchi dès la création de la chaîne, ça permet d'incarner, alors moi plutôt qu'un savoir qui va être livré, mais une démarche, une réflexion, la façon dont des questions se posent, évoluent, dont il peut y avoir des erreurs sur lesquelles je reviens, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui, en fait,
est étudié en termes de pédagogie, en termes de transfert, etc. Enfin, le transfert c'est plutôt psychanalysant, mais qui en fait favorise très fortement et très grandement une relation, parfois affective, en tout cas une relation de projection, de sensation de lien, qui fait qu'on se sent accompagné. Dans les textes du XIXe siècle, on va avoir souvent un personnage de Cicérone, de guide, qui va en fait, en guidant le personnage, guider le lecteur. Et donc le personnage du naïf peut être ainsi relayé, un relais pour la projection, l'identification du lecteur, de la lectrice, très courant dans les récits pour enfants, et puis on va mettre justement en scène des enfants, non seulement par proximité, on se ressemble, mais aussi parce que en fait, un enfant il apprend. C'est des choses qui sont très courantes. Et donc là, c'est l'autrice journaliste que l'on suit pour arriver donc sur ce moment qui est en fait aussi celui donc du public, on va voir. Alors attention, il va y avoir du trigger warning maintenant, on se bouche les oreilles, on accélère, mais on revient sur les faits de Roman Polanski. Le 10 mars 1977, je cite les détails de mémoire. Roman Polanski a amené Samantha Gailey dans la maison de son ami Jack Nicholson dans les collines de Hollywood. Il l'a fortement incitée à se rendre dans le jacuzzi, l'a encouragée à se déshabiller, lui a fait prendre un comprimé de méthaqualone, l'a suivie quand elle est allée s'allonger sur le canapé, l'a pénétrée, a changé de position, l'a sodomisée et a éjaculé. Tous ces détails s'additionnent, mais j'en suis restée à ce simple fait, la sodomie d'une fille de 13 ans. Nouveau paragraphe. Et pourtant, tout en sachant cela, j'arrivais toujours à voir ces films. Avec plaisir. Au cours du printemps et de l'été 2014, je les ai regardés, leur beauté rivalisant avec la connaissance que j'avais de son crime. Je n'étais pas censée aimer cet homme ni ses films. Il était boycotté, poursuivi en justice, objet d'opprobre. Malgré tout, j'ai continué de m'asseoir dans mon salon pour voir Répulsion, Rosemary's Baby ou Chinatown. Difficile d'imaginer le plus confortable et plus sûr. Ma maison se trouvait au milieu d'une vaste clairière dans les bois, au centre d'une île où, pour ainsi dire, le crime n'existe pas. Le salon donnait au sud, et même par les jours les plus sombres dans le nord-ouest du Pacifique, des flots de lumière y entraient. Le mobilier, un peu hétéroclite et pas terrible, était chargé de livres et de tableaux, bref, le genre de pièce qui, dans le monde entier, laisse entendre qu'y travaille une personne œuvrant dans le domaine de la culture ou qui en est férue. Ce salon, avec tous ses livres, permettait également de comprendre que les problèmes humains pouvaient se résoudre grâce à des considérations éthiques et une pensée précise. C'était un lieu d'humanisme. On pouvait même dire, à condition d'être dans un certain état d'esprit, qu'il descendait des lumières. Bien sûr, c'est beaucoup dire en parlant d'un salon, surtout si les étagères viennent de chez Ikea. Toutefois, c'était évident, ici, la pensée pouvait résoudre tous les problèmes. Paragraphe. Voilà quel était mon état d'esprit quand je m'installais pour regarder les films de Roman Polanski. Ou plutôt quand j'essayais de résoudre le cas Polanski, la difficulté qu'il y a à aimer quelqu'un qui a commis un acte si abominable. Je voulais être une consommatrice vertueuse, une féministe dans les actes, mais dans le même temps, je voulais être une citoyenne du monde des arts, l'opposé d'un philistin. Pour moi, la question, l'énigme, consistait à savoir comment répondre à ces deux injonctions similaires, en apparence contradictoires. J'étais à peu près sûre qu'il était possible de trouver une solution. Je n'avais qu'à réfléchir davantage. J'ai commencé par revoir ses premiers films, dont Le couteau dans l'eau, réalisé alors qu'il venait à peine de terminer ses études. Je l'avais déjà vu à l'époque où j'étais étudiante et je m'étais sentie terrifiée, remplie de désarroi. C'était si beau et si effrayant. De nouveau, j'ai eu la même impression. Ensuite, je suis passée au locataire, à Répulsion, Rosemary's Baby et Chinatown, des films que j'avais vus de nombreuses fois. Je m'attendais à éprouver des sentiments radicalement différents, à présent que je m'étais penchée de plus près sur ces actes. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Tout ce que je savais, en quelque sorte, planait au-dessus des films. Attirée au départ par les œuvres des années 1960-1970, j'en ai ensuite visionné de plus récentes. The Ghostwriter, film qui semble avoir échappé à tout le monde à part quelques cinéphiles avertis. Ewan McGregor joue le prête-plume d'un magnat, incarné par Pierce Brosnan, dont il écrit la biographie et tenez-vous bien, tout ne se déroule pas comme prévu.
Ce film, qui est censé être un thriller entre les mains de Polanski, devient plus étrange, très supérieur. Tout débute par un plan qui m'a stupéfié, tellement il était bon. Qu'est-ce qui le rendait si magnifique, si magistral? En réalité, l'image est assez simple. Une voiture solitaire entre par l'arrière ouvert d'un ferry. Mais ce plan est rempli de menaces. En l'écrivant maintenant, je revois la scène dans ma tête et je ressens de nouveau sa beauté furieuse et fatale. C'est ce moment de cinéma, et pas un autre, ni le fleuve Los Angeles dans Chinatown, ni la gourmandise menaçante de la mousse au chocolat de Rosemary's Baby, ni l'image de Catherine Deneuve se traînant dans un couloir en chemise de nuit dans Répulsion, qui m'a vraiment permis de comprendre à quel point Polanski est un grand metteur en scène. Un plan banal dans un film méconnu qui m'a pourtant transporté. Chez lui, même les scènes insignifiantes ont de l'éclat. Perle rejetée avant que ses détracteurs ne le fassent. Mon goût pour ces films ne s'est pas manifesté parce que j'ignorais ce qu'il avait fait, je ne l'oubliais à aucun moment, même si je comprenais les circonstances et le contexte. À l'époque, les rapports sexuels entre des hommes adultes et des adolescentes étaient chose normale. C'était le sujet de bien des films et chansons. Gaillet a dit qu'elle lui pardonnait. Polanski lui-même est une victime. Sa mère a été assassinée à Auschwitz, son père déporté en camp de concentration, sa femme et son bébé à naître assassinés par la famille Manson. On ne peut nier l'horreur qui a baigné la vie de Polanski. 2 des pires cauchemars du XXe siècle se sont en effet abattus sur lui, personnellement. Toutefois, cela ne m'a pas rendu plus encline à lui pardonner. Ce n'est pas comme si j'avais mis dans la balance ses problèmes et décidé qu'en raison de ces circonstances atténuantes, ses actes, après tout, n'étaient pas si terribles. En vérité, je voulais voir ces films uniquement parce qu'ils étaient bons. Je me suis dit que Polanski était un génie et voilà, problème résolu. Mais tout en regardant ses œuvres, je ne pouvais ignorer ce qui ressemblait beaucoup à un tiraillement de culpabilité. Plus qu'un tiraillement, à vrai dire, je n'avais pas la conscience tranquille, l'ombre du crime refusait de quitter la pièce. Je me suis aperçu que je ne pouvais résoudre le problème de Roman Polanski juste en réfléchissant. Le poète William Hampson a dit que vivre nécessite de se maintenir en équilibre entre des choses contradictoires qui résistent à l'analyse. Je me suis retrouvée au beau milieu d'un de ces paradoxes. Polanski ne poserait aucun problème aux gens qui regardent ses films. Encore un exemple montrant que les hommes peuvent s'avérer de véritables trous noirs. Je pense que là, il y a un jeu de mots en anglais sur Black Hole, mais je ne suis pas certaine. Si ceux-ci étaient mauvais, seulement, ils ne le sont pas. Hop, changement de paragraphe. Aucune autre figure contemporaine ne reflète mieux ces 2 extrêmes, l'absolue génie et l'absolue monstruosité. Et ça va continuer. En fait, là, c'est le départ de l'enquête. Alors, d'une certaine manière, c'est complètement programmatique et emblématique de l'ensemble du livre, c'est-à-dire qu'on a une question qui n'est donc pas résolue par la seule spéculation, mais dont il va falloir vivre le paradoxe. Il va falloir l'incarner, à savoir la détestation de la biographie et la fascination, l'amour de l'œuvre. Amour est peut-être pas le mot exact, en tout cas, c'est vachement bon. Et il y a un plaisir à voir, avec une espèce de dissociation, parfois une sidération, etc. Le livre se présente ainsi comme une enquête incarnant ce qui justement ne s'incarne pas. Et c'est ce paradoxe-là qui est en fait assez intéressant, c'est-à-dire qu'il s'écrit alors même qu'il étudie des choses où il y a, ou en tout cas, où le lien entre la vie et l'œuvre est questionné, parfois rompu, parfois torturé, parfois en fait, il y a aussi comme une réalisation en prolongement entre l'un et l'autre. J'essaie de reprendre la mise au point de la caméra. Alors, comment va se... Donc là, pour moi, les choses sont assez posées, hyper intéressantes au début, et en même temps, donc en fait, pour un peu contextualiser, j'ai le projet depuis plusieurs années, mais je suis assez fatiguée de regarder le cinéma de Polanski comme un cinéma sur le viol, non pas comme le cinéma d'un violeur, mais un cinéma sur le viol, parce que, et là il n'est pas cité, il m'a semblé qu'entre le Tess, qui est l'adaptation cinématographique du roman de Thomas Hardy, qui est vraiment un roman sur le viol et le harcèlement, mais c'est aussi un roman sur autre chose, mais en tout cas qui va utiliser le viol et le harcèlement, de Tess, et un film, alors Le Locataire est un peu différent, je n'ai pas vu Chinatown, mais je pense à un film comme
Rosemary's Baby, qui moi, est un des films qui m'a le plus terrorisé de ma vie. On est vraiment dans un cinéma qui comprend très profondément ce qu'est le viol et l'impossibilité de dire le viol en lui donnant donc cette espèce d'allégorie sataniste. Voilà, c'est quelque chose là qui, à mon avis, dit ça. C'était une hypothèse que je n'ai jamais cherché à réaliser pour le moment. Je serais ravie de voir ce qu'en font d'autres gens. Hein. Donc ça commence un peu comme ça, et en fait, il y a, le livre se déroule, le livre et cette enquête qui, en même temps, alors après les choses se précisent un peu, ce projet a pu être au départ ou à un moment l'idée d'une biographie du public. Voilà. Ce qui donc moi n'est pas exactement ma façon de réfléchir puisque je suis beaucoup plus formaliste. Je travaille sur moi je travaille beaucoup plus sur l'intérieur des textes et la façon dont ça se passe plutôt que sur la réception. Mais ça m'a paru intéressant, il n'y a pas de table des matières, ça m'étonne, ou alors elle est cachée. Tac, tac, tac. En tout cas, là, je vois pas de table des matières. Ah, je déteste ça, ne pas avoir une table des matières, surtout qu'il y a des titres où je la trouve pas, parce que c'est quand même vachement étonnant. Il y en a toujours. Pourtant, alors, hop, page de garde, copyright, notes. Je n'ai pas été voir les notes au fil de la lecture, c'est vraiment pas une... Non, je vois pas de table des matières, donc voilà, s'il y en a une, je l'ai ratée. Donc le prologue pose ainsi la question en l'incarnant et en se représentant bien sûr la critique de cinéma comme emblématique non pas de tout le monde, elle est quand même très située, mais dans certains publics et du public qui va se poser cette question. Et c'est vraiment par Woody Allen, mais Woody Allen pris dans une liste, et une liste dont les limites sont questionnées, par exemple, et les femmes. Et puis avec des artistes, etc. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont... Est-ce qu'on a envie de voir les œuvres de Picasso, de Phil Spector, de Miles Davis, de Johnny Depp, etc., etc. Mais voilà, et donc John Crawford, Sylvia Plath, Anne Sexton, etc. Et donc tous ces cas-là vont être pas égrenés, mais analysés au fur et à mesure. Mais le premier, c'est celui de Woody Allen, qui pose aussi un peu les mêmes questions que je me suis posé il y a quelques années. J'en avais fait un billet qui est le premier qui a été repris par Le Genre à l'écran et qui s'appelait très sobrement Woody Allen ou la fabrique du connard. C'était absolument polémique. Ça, c'est un genre de polémique que je vais garder pour quelques discussions avec les copines, quoi, mais c'est qui pour moi Enfin, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça fonctionne bien. Hein. Mais pour parler de Woody Allen et d'un certain type de comportement, mais en fait aujourd'hui j'aurais plutôt tendance à l'écrire avec une astérisque par exemple pour édulcorer ça, et en même temps l'injure a quand même, l'injure, il ne s'agissait pas d'injurer Woody Allen, il s'agissait de le faire entrer dans une catégorie en fait, pour désigner son comportement, mais en fait non pas son comportement à lui, mais son comportement représenté de manière jouant sur l'autobiographie et les frontières réelles-fiction, dans notamment Annie Hall et Manhattan. Et en fait, ce sont précisément ces films-là que reprend Claire Diderer, et avec beaucoup de choses qui m'ont intéressée, bien sûr. Donc ça, je vais vous mettre mon billet en dessous. L'approche du film, moi, je ne suis pas exactement sur le même... je suis plus radicale qu'elle, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a beaucoup plu, là je vois que j'ai quand même pris des notes à droite à gauche dans mon exemplaire, c'est-à-dire en fait aussi des remises en question, enfin des choses que moi je m'étais jamais dites, très simplement. Par exemple, ce changement considérable, hein, je cite, je suis page 66, la biographie des gens naguère faisait l'objet de recherches qu'il fallait mener avec détermination. En fait, le fait de connaître la vie des gens, c'est quelque chose qui est récent, ou en tout cas de connaître largement la vie des gens. C'est pas seulement les réseaux sociaux, mais ce sont aussi les réseaux sociaux, c'est plus largement Internet. Et on va avoir ensuite J.K. Rowling, avec pourquoi c'est aussi douloureux aussi, donc ça c'est aussi lié à tout le monde Harry Potter et à ce qui s'y passe, c'est mené très finement, et notamment sur la possibilité de se projeter, notamment en tant que personne queer ou en recherche, pas forcément d'identité, hein, mais dans le monde d'Harry Potter, et donc pourquoi c'est aussi important comme monde de représentation lorsque l'on est en découverte et en formation. C'est hyper bien, le passage sur Harry Potter, pas très long mais hyper bien. Un autre chapitre qui est la critique professionnelle, qui questionne en fait notre attitude, en fait l'attitude de la critique professionnelle justement, puisque c'est le métier de Claire Diderer,
que de noter des films. Et donc, qu'est-ce que l'on fait quand on va commenter un film? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre position? Et comment ça aussi, ça a pu changer? Et notamment, comment une certaine critique cherche à, en gros, jouer au plus malin. Et va considérer qu'il peut y avoir un panneau, par exemple celui du premier degré, de la lecture morale, etc. Et donc finalement, bien cette lecture morale, ou cette interprétation morale, elle va trouver une légitimité dans le plaisir ou le déplaisir qu'il peut y avoir à voir un film, ou plutôt ici, qui va entrer en contradiction avec le plaisir à voir un film. En fait, la question c'est continuer à aimer les œuvres de gens dont on apprend qu'ils sont monstrueux, mais ça n'est pas tellement le déplaisir qu'il peut y avoir au niveau de l'œuvre. C'est quand même pris en compte, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a plus de contradiction. Si ça vous procure un déplaisir, bah, vous ne regardez plus. Voilà. Et moi, ce qui m'étonne et ce qui m'intéresse, c'est le fait de changer de lecture. Pas le fait de continuer à lire alors qu'on a une connaissance de ce qu'elle va appeler la tâche biographique, etc. Je vais revenir dessus, normalement. Sauf si j'oublie. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc moi, je n'aurais vraiment pas posé la focus à ce niveau-là, mais c'est hyper important. Et il va rester encore, donc, la question qui est vraiment celle du génie. Donc ça, c'est une question qui me passionne en ce moment, qui est extrêmement importante, et j'en parlais notamment dans la vidéo sur le livre de Geneviève Cellier, c'est le culte de l'auteur, pour reprendre le titre de Cellier. C'est ce livre-là qui était conseillé, où j'avais parlé de Naomi Titi, parce qu'elle avait interviewé Geneviève Cellier, j'étais ravie. C'est-à-dire quel lien entre l'auteur et son œuvre représenté même dans l'œuvre. C'est vraiment le cas d'Woody Allen. Voilà. Et donc ça passe aussi avec cette question donc, du génie. Alors moi j'aurais évidemment été davantage sur la question romantique, mais ça je le fais tout le temps, je vous renvoie notamment la vidéo sur le livre de Geneviève Cellier. Mais la question, donc qu'est-ce qui va fonder le génie et un génie qui va avec aussi une espèce de glorification de ce génie. Virilité, glamour, cruauté, intelligence, conscience des médias, Picasso a un alter ego littéraire dans tous ses domaines. S'il fut le peintre le plus célèbre au monde, Hemingway fut quant à lui l'écrivain le plus célèbre. Là, je suis page 124. Donc là, on va vraiment avoir Picasso et Hemingway comme exemple permettant de tirer le fil de ses analyses. Et avec ce talent qui est vraiment très américain, et quand je dis ça, c'est très positif, hein, moi, c'est-à-dire c'est vraiment un talent que j'admire, où on a l'impression de suivre le fil d'une pensée, voire d'une conversation, mais sans oralité affichée lourde. Ça donne l'impression d'un très grand naturel, alors que vous écrivez pas ça en improvisé, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup de travail que d'arriver à ce naturel, et à l'impression que les choses vont se dérouler. Le prix de cela, c'est que ça donne un peu l'impression de pouvoir penser les choses seul. Et ça, je trouve que ça entre justement en contradiction avec le propos même du livre, qui est, d'une certaine manière, une entreprise, peut-être pas de démystification, mais d'interrogation de la fonction auteur. Mais ça, c'est pas dit aussi clairement. Et ça, c'est la lecture de Cellier aussi qui m'amène sur ce terrain. Alors, voilà. Et puis les exemples sont pris à plusieurs arts, comme on le voit là avec ces exemples-là, etc. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est très, ça permet de vraiment voir de manière très claire les phénomènes de tendance, des phénomènes structurels, quels que soient les arts. Ce n'est pas une question qui est spécifique, comme c'est pas anormal qu'il y ait une démultiplication des MeToo, puisqu'en fait, c'est un même système qui a des modalités différentes, et pas tellement différentes, dans tous les milieux, même pas seulement uniquement professionnels, quoi. Et voilà, et avec une grande réflexion sur ce qui va faire ce génie, etc., ce génie des connards, et en posant même aussi la question, finalement, enfin en tout cas la question commence à se préparer. C'est vrai quoi, c'est un génie, je ne peux pas lui en vouloir, et à moi non plus, conclusion du chapitre, je vous l'aurais spoilé, mais donc comment en fait ce statut du génie va construire une certaine forme d'impunité. Ça nous amène au chapitre 6, sur les questions d'antisémitisme, de racisme et du problème du temps, c'est-à-dire du temps qui passe et du temps qu'il peut y avoir sur les œuvres, avec trois exemples, Wagner, Woolf et Willa Kaiser. Je ne sais pas qui c'est Willa Kaiser, enfin je le sais en lisant le livre, mais je ne le savais pas avant, c'est-à-dire
c'est très malin de passer de Wagner à Woolf, notamment vu le public du livre et le public qui se pose ces questions, parce que Wagner, c'est clairement... on sait qu'il y a au moins une récupération nazie, voire davantage, et on voit que davantage. Je veux dire, si on ne connaît pas tellement bien Wagner, ce qui est mon cas. Mais Woolf, on a une sympathie pour elle. Et en fait, les mêmes questions vont se poser, certes différemment, certes avec pas la même récupération, mais toujours avec cette idée donc, de la tâche qui devrait poser problème, et pourtant Virginia Woolf, écrivaine féministe. L'anti-monstre, la grosse réflexion sur Vladimir Nabokov et Lolita. Je ne suis pas d'accord avec la lecture, je l'ai trouvée très intéressante, mais évidemment je vous renvoie à ma vidéo sur Lolita. C'est-à-dire, voilà, est-ce que Lolita est un monstre? Quelle est l'intention de l'auteur? Moi, je veux dire, bien sûr que la question de l'auteur se pose, et du lien biographique éventuel entre Nabokov et Humbert. Bon, ça, on sait qu'il n'y a pas de lien. Mais la question est, voilà, enfin, est-ce que ça n'a pas quelque chose de monstrueux que de donner de l'humanité à Humbert? Et bon, voilà, moi, j'ai trouvé cette partie un peu moins intéressante. Ou en tout cas, je ne poserai pas la question en termes d'intention de l'auteur, mais ça on le sait bien, ce sont mes dadas de post-structuralistes un peu pénibles. Donc voilà, ça peut être une autre façon de lire Lolita. Silenceurs et silenciers, Calandré, Anne Mendieta, donc là on passe en histoire de l'art et à un cas de féminicide, alors dont j'avais eu connaissance de l'existence, mais c'est vraiment un cas très intéressant de réception et de remise en avant par un cas en histoire de l'art. Ça m'a beaucoup plu, peut-être qu'il en existe d'autres analyses, mais en fait j'ai trouvé que c'était quand même très bien, très fin. Là, j'en ai oublié un, le 9, Suis-je un monstre, qui est en fait sur aussi l'auto-introspection, enfin l'introspection sur soi, et cette question du monstrueux a évidemment des limites, parce que le monstrueux évidemment c'est ce qui va condamner. Donc il y a plusieurs questions qui vont se poser, par exemple qu'est-ce qu'on fait des monstres? Mais que peut-on appeler monstre? Qu'est-ce qui est monstre? Est-ce que c'est légitime qu'il y ait des monstres? Ne suis-je pas monstre moi-même, etc. Et là, ça passe beaucoup par la culpabilité possible de la maternité et le fait en fait qu'il y ait un égoïsme inhérent à l'art. Goethe, Renan l'ont déjà dit. On est Woolf autrement avec cette question d'ange du foyer qu'il faut tuer. On sait que pour les femmes, il est quand même plus simple de ne pas avoir d'enfants et que les hommes s'occupent quand même pas tellement de leurs enfants, mais qu'on ne le leur reproche pas. Bon, là, j'ai trouvé que ça manquait quand même de colonne vertébrale féministe. Alors, c'est féministe, mais c'est... Bon, voilà, je veux dire, j'articulerai ça davantage. Et en même temps, alors, l'autrice elle-même est mère, et donc revient sur ses peurs d'être mère, cette réticence, notamment pour cet égoïsme nécessaire. Bon, voilà, là, j'ai pas trop su quoi en penser. Après, je suis pas concernée, ou je ne le suis pas encore. En tout cas, c'est pas ma vie. Voilà, il y avait une line part un peu perso qui aide à incarner la question, mais là je crois que les statistiques auraient été sympas en fait pour aussi objectiver, et finalement c'est peut-être ça qui m'a le plus manqué, c'est les objectivations, ce que fait en fait Cellier en reprenant des pourcentages de prix, de machin, de financement, en fait ça fait du bien quoi, des listes, c'est hyper important quoi. Tac, je continue. Donc voilà, suis-je un monstre? Et donc le monstrueux, il arrive quand même assez vite quand il s'agit d'une femme. Enfin, là, moi, il m'a manqué quand même de dire, c'est dit, c'est pas dit aussi clairement, que, ou alors je l'ai raté, mais je suis fatiguée, que quand même la misogynie explique ce double standard absolu, et que cette misogynie, elle est intériorisée. Donc, et donc voilà, après il y a une question de fascination pour des femmes qui abandonnent leurs enfants, avec le cas Doris Lessing, Joni Mitchell. Bon voilà, moi c'est des passages qui m'ont moins intéressée, mais ils marcheront peut-être mieux sur d'autres gens, parce qu'en fait là il montre la recherche d'inspiration et le besoin de se chercher des modèles, voire des icônes. C'est un peu ce que je signalais, ce que je mentionnais en citant Aurore Turbio au départ, dans une réflexion d'Aurore. Finalement, est-ce qu'on peut éviter cette iconicité et ce besoin de se chercher des modèles? Et en même temps, je vois bien qu'on a besoin de modèles, et j'aimerais bien que ces modèles soient vraiment multiples pour qu'il y ait des modèles et non pas des icônes. C'est-à-dire en fait qu'il y ait des possibles.
des possibles qui certes soient incarnés, et en même temps comment ne pas les incarner complètement. Moi je suis face à une aporie ou quelque chose que je n'ai pas fini de penser sur ces questions-là. Mais j'ai été là, voilà, j'étais un peu dubitative. Un chapitre aussi sur la possibilité de rédemption, notamment autour de l'alcool pour Carver, donc, que je connais très peu, donc j'avoue que ça m'a pas énormément parlé. Les bien-aimés Miles Davis, là c'était aussi sur... en passant par la musique, amour et désamour, alors là je vais beaucoup trop vite sur cette partie-là, mais j'ai pas envie de faire une longue vidéo aujourd'hui, je suis trop crevée. Que doit-on faire des gens terribles que nous aimons? Cette question emporte une autre nichée en son sein. Jusqu'où peut-on se montrer horrible avant que les autres cessent de nous aimer? Parce qu'en fait, là, la question c'est celle de la validation du public et donc de la responsabilité du public, mais aussi donc plus généralement de ses limites, etc. Qui m'amène à une autre réflexion sur une discussion qu'il y avait hier avec une femme que j'ai rencontrée, donc c'était super intéressant, qui racontait une question des années 80, je crois, 70-80, qu'une question qui circulait dans les groupes militants était notamment jusqu'où tu pardonnes à tes amis. Et est-ce que tes amis tu pardonnes ou est-ce que tu vas couper les ponts, quoi. C'est la même question en fait. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait de la morale et comment on la pose. Et c'est aussi un chapitre, c'est le dernier, c'est aussi un chapitre un peu conclusif, qui à partir de là va aussi voilà, prendre une certaine hauteur, un certain surplomb sur cette question, pour revenir à, bon ben, enfin, d'une certaine manière, l'amour de la lecture. Alors le surplomb m'a paru très très clair quand je l'ai lu, mais il m'est beaucoup moins clair là quand je le reprends. Mais qui, voilà, en fait, qui repose donc cette question de manière beaucoup plus amicale, parce que c'est une question d'éthique, et puis voilà, et que c'est une question d'éthique, et c'est là où ça devient, enfin, où une possible naïveté tombe complètement. De toute manière, cette éthique ne change pas grand-chose, et là, l'autrice s'appuie sur Mark Fisher, qui est quelque part dans la bibliothèque, mais je commence à remettre la bibliothèque en carton, parce que les travaux vont reprendre dans quelques jours, donc je sais pas dans quel état je tourne la semaine prochaine, moi, ni dans quel état gère. Mais voilà, de toute façon, ce n'est pas... Enfin, le fait de se sentir ou de surinvestir sa responsabilité dans un choix culturel ou autre est une manière de complètement s'aveugler sur le fait que le capitalisme nous restreint à ne voir notre responsabilité que dans une question... et notre éthique que dans une question de choix dans un monde capitaliste, et cette idée du choix est elle-même capitaliste et proposée par un marché capitaliste qui n'est absolument pas remise en question. Et ce n'est pas le fait de cancel ou qui va révolutionner le monde, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne va pas jusqu'à dire qu'il y aurait une forme d'impuissance, moi c'était la conclusion de mon essai, que l'on ne voit pas mais qui est un peu plus haut. Moi, impuissance de la littérature, mais j'ai été très contente de ce chapitre, parce que bon, il nous rappelle finalement que cette question aussi d'éthique, bien sûr qu'elle va nous amener à des responsabilités personnelles, etc. Mais on est quand même globalement, la question politique, elle se pose quand même globalement ailleurs. Alors, c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup apprécié le livre de Geneviève Cellier. Alors moi, j'en ai lu des critiques, notamment celle de Débordement, plus mitigées. Celle de Débordement parce qu'elle était assez positive et en disant que le livre et le propos auraient mérité mieux. Ok. Moi, je l'ai trouvé bien. Mais c'était une belle critique. J'ai oublié le nom de l'autrice occitane et j'ai oublié son nom de famille. Si j'y pense, je la mets en commentaire, n'hésitez pas à la demander. Parce que c'est quand même intéressant une critique de ce genre-là, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même assez assassine finalement. Enfin oui, elle est finalement assassine. C'est-à-dire...
On n'a pas, comme chez Cellier, le questionnement sur le système qui permet les monstres, que ce soit au niveau de la fabrique des masculinités, du virilisme, parce que la question elle est quand même souvent de l'ordre du virilisme, mais pas uniquement. On a un double standard énorme dans le livre, qui est mentionné en passant, mais vraiment pas creusé, qui est que quand même, globalement, les monstres hommes violent des jeunes filles et les monstres femmes abandonnent leurs gosses. Enfin, moi je suis désolée, c'est quand même pas la même chose. Et jusqu'à quel point on abandonne ses enfants, et c'est déjà abandonner ses enfants que de les mettre à la crèche. Alors, évidemment, c'est pour dire qu'il y a un continuum de l'abandon. Enfin, ouais, ça s'appelle aussi l'apprentissage de l'autonomie. Enfin, ça m'a quand même vraiment questionné. Et la question est amenée quand même sur la plupart ou la majeure partie du livre à la question donc d'une tâche de l'auteur sur l'œuvre et qui va entacher, d'une certaine manière assombrir l'œuvre, avec une métaphore qui est d'ailleurs quand même globalement visuelle. Et ça m'a vachement interrogée. Et là, les réflexions pour moi sont complètement en cours. Donc là, voilà, je vous ai signalé quelques réticences. C'est un livre que j'ai quand même lu très vite, qui m'a plu. Voilà, c'est peut-être pas le livre que je conseillerais en premier cette année, mais c'est vraiment un livre qui est très plaisant et qui pose des questions très importantes. Et qui les pose bien. Mais cette question de la tâche, très bien, pour un essai voilà, qui n'est pas académique, c'est une métaphore qui m'a quand même beaucoup interrogée, d'abord parce qu'elle m'a rappelé La lettre écarlate, de la nouvelle, c'est Hawthorne, La lettre écarlate. C'est-à-dire que finalement, voilà, cette question de la stigmatisation, et parce qu'elle rejoint, de manière métaphorique, des réflexions de 19e, et notamment parce qu'en fait, cette image de la tâche, elle est complètement 19e. C'est-à-dire que, voilà, c'est une réputation qui est entachée, et ce qui n'est pas dit, et ce qui n'est pas questionné, c'est que l'on vit dans un système réputationnel. Alors, on vit dans un système réputationnel, c'est bien et c'est pas bien. On va expliquer un peu. On vit dans un système réputationnel déjà en tant que, par exemple, scientifique slash militant. Enfin, quand je dis slash, c'est plutôt des scientifiques d'un côté, des militants de l'autre. En tout cas, dans un monde où l'on va œuvrer pour la justice, côté militant, pour la vérité, ou la connaissance de quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une vérité, sans forcément de transcendance, du côté de la science, il y a une question éthique qui passe par le biographique. C'est-à-dire qu'on fait confiance à des militants parce qu'ils ont justement une réputation de militant. Et cette réputation de militant, elle va se démontrer, et ça a des effets très pervers qui sont évidemment liés à notre impuissance. Ça, c'est parfaitement démontré. Les effets de harcèlement dans ce qu'on appelle un milieu intracommunautaire militant, c'est quand même pris de manière assez large. C'est lié au fait que, puisque nous sommes très impuissants, parce que quand même globalement, quand je dis militant, là je parle des gauchistes, quoi, hein, de toute une nébuleuse de gauche qui parle de beaucoup de monde, enfin globalement on se fait tataner la gueule, quoi, hein, ça c'est à peu près certain. Et donc, il y a bien sûr des enjeux de pouvoir interne, éventuellement même sectaires, hein, mais il y a aussi puisqu'on ne peut pas agir dans et sur le monde, il faut agir sur nous, et ça passe notamment par un espèce de flicage intracommunautaire et intersubjectif. Et donc la recherche de la tâche. Mais il ne faut pas rêver non plus. La recherche de la tâche, elle est aussi prétexte. Voilà. Dans le domaine scientifique, je n'ai pas la sensation que ça se passe comme ça, enfin en tout cas pas dans l'ensemble de l'activité scientifique, mais ça se passe comme ça au niveau des comités de sélection professionnels, mais ça c'est quand on va embaucher quelqu'un d'autre, on va descendre quelqu'un d'autre. Pour X ou Y raison, éthique, scientifique, enfin, on va forcément trouver quelque chose qui peut être très positif, mais qui peut aussi se retourner. Moi, faut pas rêver, moi dans mon cas c'est YouTube. Hein. Voilà, si on a envie de m'embaucher, on va dire que c'est bien, si on veut me descendre, on va dire que c'est nul. Voilà. Bon, et puis, c'est là. Et puis probablement d'autres choses, le sujet, des trucs comme ça, mais voilà. Mais en tout cas, on gagne un capital symbolique, on gagne un crédit. Un crédit c'est important parce que le crédit fait aussi que finalement on est monétisé, parfois très littéralement. Avec les années, avec des réussites, et il y a une dimension en fait temporelle dans la réputation qui est quand même assez importante, mais qui implique aussi souvent de se mettre à l'abri. Bon, la réputation, notamment la réputation entachée, ou avoir une tâche sur sa réputation, au XIXe siècle, c'est clairement aussi une question de capital, mais ce capital symbolique, c'est celui de la virginité. Et c'est finalement, c'est réussir à ne pas vivre de violence,
ou d'amour, mais pour une jeune fille du début du 19e, honnêtement, faut quand même pas se leurrer, hein, faut pas être très optimiste. Il y avait évidemment des jeunes filles qui avaient envie de baiser, mais enfin, dans un monde aussi corseté. Alors, le monde réputationnel, il est très fort dans la bourgeoisie. Voilà. Et où on enferme particulièrement les jeunes filles, puisque leur capital est réputationnel. Et la tâche, bah, c'est le fait de ne pas s'appartenir, ou plutôt que la propriété du père soit entachée pour une transaction future avec le mari. C'est ça que ça veut dire, la tâche. Ça veut dire qu'il y a un problème sur la marchandise. Et là, moi, enfin, ça m'étonne. Enfin, moi, au niveau artistique, il y a quand même quelque chose de libérateur dans la mort de l'artiste façon Barthes, et la fin de ce capital réputationnel, et en même temps, bah, je n'arrive plus à écouter Bertrand Cantat. Je n'y arrive plus. Et ce n'est même pas, d'ailleurs, je l'écoute malgré ce que j'en sais. Ou, alors, je trouve toujours que c'est magnifique, les Noirs Désirs. C'est certain que c'est magnifique. Mais je n'en suis plus capable. Ça me dégoûte. D'ailleurs, la part du dégoût n'apparaît pas dans le livre. Et ça m'étonne. Ouais, et là, par exemple, sur Woody Allen, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que en voyant Woody Allen, je voulais faire abstraction de Woody Allen himself, lui-même, mais en voyant surtout Manhattan, j'ai juste vu une histoire dégueulasse qui servait en plus un vieux dégueulasse. Mais l'histoire était dégueulasse, même si ça avait été tourné, je sais pas moi, par Diane Keaton, quoi. C'était dégueulasse, Manhattan. Et ça, d'ailleurs, c'est pas questionné dans le livre. Dans le livre, c'est vraiment le hiatus entre la vie et l'œuvre qui est questionné. Mais moi, la question pour moi en ce moment, c'est pas une question qui passe devant, c'est une autre question, hein, et qui accompagne, c'est que l'œuvre est dégueulasse, mais que je ne l'avais pas vue. Et j'ai revu Manhattan en 2017 parce que j'allais aller à New York et que je faisais ma touriste, quoi. Ce qui est d'ailleurs mentionné. Qu'il y a quand même aussi une façon touristique de voir Woody Allen. Surtout Manhattan. Et c'était vachement beau, quoi, comme photographie. Mais l'histoire ne me permettait pas de profiter de ça parce que je voyais un usage de cette beauté déjà dans le film. Donc, ouais, il m'a manqué vraiment cette réflexion sur des esthétisations de la violence qui passent plus. Mais ça va dépendre des gens. Et il y a des gens pour qui ça passe toujours, et il y a des gens qui, de toute façon, sont ravis de cette violence. C'est ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment là où les choses vont se questionner, parce que j'essaie de... Moi, voilà, j'essaie de ne pas juger les goûts et les dégoûts, et en même temps, je les juge. Bien sûr que je les juge comme tout le monde, comme je juge les miens. Et je sais pas, enfin bon, après moi j'ai Harry Potter, c'est vraiment une hype que j'ai pas comprise parce que je l'ai lu très tôt, mais j'ai arrêté très tôt aussi. Mais donc je comprends pas le hype Harry Potter, mais je suis une vieille dame en fait. Je suis de l'âge des premiers fans d'Harry Potter, mais en fait je suis vite passée à la littérature adulte et j'étais un peu condescendante dès mon adolescence sur Harry Potter. Au moment où ça a explosé en fait. J'étais déjà passée à autre chose. Ah, mais c'est... est-ce que je peux aujourd'hui éprouver du plaisir en voyant Woody Allen ? Je ne le vois pas parce que je vois un usage de la violence. Mais je vais essayer de revoir Polanski parce que j'ai eu effectivement un vrai plaisir. En même temps, c'est spécial parce que Polanski, c'est quand même du cinéma d'horreur, hein, et du thriller. Bon, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Là, voilà, pour moi, la question pour moi aujourd'hui se pose un peu ailleurs parce que voilà, est-ce que le fait que Molleploy soit condamné pour violence conjugale fait qu'on ne doit pas lire la poésie de Molleploy ? Mais moi, en fait, je résous la question de manière vachement plus radicale, c'est-à-dire que quand même, globalement, je ne lis pas la poésie de Molleploy parce que je lis peu de poésie, ça c'est la part circonstancielle, mais parce que je préfère lire Vasquez, Calova et des poétesses, parce que c'est ça qui m'intéresse de toute façon. Alors si en plus le type est violent, ça va d'autant plus fort, mais voilà, je pense que pour le coup, j'étais pas 100% lassée parce que je suis un peu large. Moi, et puis je vais quasiment plus au cinéma, donc ça joue d'autant. Est-ce qu'il faut...
Voilà, sur la... est-ce qu'on peut être à l'aise d'aller ou non au cinéma, acheter un bouquin de quelqu'un qui aura été violent? Bon, voilà, là, moi, je vais enfin la faire un jour, cette vidéo sur la soutenable légèreté de l'aide, sauf que je ne l'ai pas fait livrer au bon endroit. Je l'ai racheté d'occasion, puisque je ne retrouve plus mon exemplaire. J'ai dû le donner, ou le vendre. Donc là, je viens de le racheter d'occasion, mais je l'ai racheté d'occasion. Mais en même temps, il est mort, qu'est-ce que ça change? Et j'avais bien acheté Céline 9. Il y a encore des ayants droit sur Céline 1, il me semble. Voilà, même si on arrive vers la fin. Donc c'est... Voilà, je veux dire, je suis pas très intransigeante à ce niveau-là. J'essaie de ne pas l'être, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment un champ de réflexion. Parce que ce n'est pas un champ de réflexion qui est juste d'aimer ou de pas aimer les personnes. Pour moi, ça va vraiment aussi être une façon de me représenter l'art. Et c'est... J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce dernier chapitre qui rappelle que de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance, parce que on peut peut-être dédramatiser ça. Bon, après, si vous donnez de l'argent aux associations de J.K. Rowling en connaissance de sa transphobie, c'est que ça vous dérange. Au minimum, ça vous dérange pas, voire vous cautionner et financer cette transphobie. Bon, dans l'absolu, vous n'avez pas complètement le droit de le faire. Pour moi, la question, elle va pas être juridique. Mais voilà, enfin, bien sûr, on ne peut pas être du même avis, quoi. Et ce ne sont pas que des questions d'avis, ce sont des questions de domination et d'oppression. Mais voilà, j'acte. Après, moi, je sais aussi que... en fait, moi, voilà, et amicalement notamment, euh, je ne condamne pas ou peu les gens. Par contre, c'est vrai que j'arrête de les voir. En explicitant ou pas. Pour cette raison-là précisément. Alors là, je parle de choses qui ne m'auraient pas touché moi, personnellement, ou plus ou moins personnellement. Pour moi, je vais dire que je pratique le retrait d'une certaine manière. C'est-à-dire que je détourne mon attention. Ou je ne donne plus mon attention et mon temps. Voilà. Mais je ne vais pas le polémiquer. C'est ça que j'essaie en fait de faire. Globalement, c'est à peu près ça ma position en attendant de voir, le déroulement des choses. Voilà, c'est à peu près là que je me positionne. Ce qui est un non-positionnement d'une certaine manière. Mais pour une question qui peut-être finalement a des conséquences. C'est très politique la littérature, c'est très très politique les arts. Le Goncourt à Kamel Daoud est franchement politique et pour un livre que moi je n'ai pas lu, hein, mais qui n'a pas l'air d'être salué pour des raisons littéraires mais politiques. Donc faut pas non plus rêver sur ces usages du littéraire, etc. et ce qui en est fait. Et comme là, hier, j'ai entendu une super communication sur la création du prix Femina, bien sûr que c'est un prix qui est politique. Et qui répond à un prix politique de misogynie qui s'appelle le Goncourt. Donc, d'une certaine manière, tout change pour que rien ne change. Tout change. On va rester sur tout change. Et je vous dis à bientôt.